Je vais surtout présenter les invités de cette table ronde. Olga Kisileva, donc, qui est artiste et maître de conférences arts et sciences à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Jean-Paul Fourmentreau, qui est socio-anthropologue, critique et théoricien de l'art français, et Nicolas Rougier, directeur de recherche à l'INRIA Bordeaux, et vous êtes chercheur en IA et en neurosciences computationnelles. Alors justement, on a vu en introduction la thématique des émotions et de la création, qui sont deux thématiques qui vous regardent au premier chef, étant donné que vous développez des supports qui sont censés communiquer bien sûr des narrations, des histoires, et forcément les émotions passent dans ces supports-là, des films, des jeux vidéo, et la créativité, tout simplement parce que vous êtes dans une école créative et que vous êtes les créatifs et les créatives de demain. Et je vais vous donner la parole à Madame Kisieva pour justement aborder cette thématique-là. Mon approche des émotions, elle est très mathématique. C'est comme ça que je suis arrivée à faire ce grand projet qui est le projet Eden et qui consiste à capter, analyser, et comprendre et essayer peut-être de s'en servir des émotions et des communications des arbres. Vous voyez les capteurs qu'on met sur les arbres, ce qui nous permet de capter les émotions et des communications des arbres et les porter au laboratoire où nous pouvons les analyser, les comprendre. Nicolas Rougier, votre perception justement des émotions, création, mais aussi émotions et sciences, bien sûr, parce qu'elles sont intimement liées au cerveau. Les émotions, telles qu'on les entend, en fait, ça trouve ses racines dans le cerveau et il y a tout un tas de circuits qui sont mis en branle lorsqu'on ressent une émotion. Alors, il y a un centre en particulier qui est très important qu'on appelle l'amygdale. Donc, c'est lui qui va envoyer tout un tas de neurotransmetteurs et qui fait que, à la fin, vous allez ressentir des émotions, que ce soit la peur, la colère. Au niveau des neurosciences, les émotions, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça va jouer un rôle, fondamental, alors dans le comportement évidemment, mais aussi dans l'apprentissage. Une idée, très simple, c'est, par exemple, est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez mangé hier soir? Normalement, oui, à peu près. Et si je vous demande ce que vous avez mangé il y a 2 semaines, le soir, peut-être que déjà c'est un peu plus nébuleux. Par contre, si vous êtes marié et que je vous demande le repas que vous avez eu le jour de votre mariage, comme c'est un jour qui est marqué, très fortement émotionnellement, là, il y a des chances que vous vous en rappeliez. Jean-Paul Formentreau, la notion de reconnaissance faciale par les algorithmes. Concernant la reconnaissance faciale, il y a une histoire culturelle et technique très, très longue, hein, finalement, de codification des émotions ou de catégorisation, du corps, du visage, qu'on a toujours essayé d'interpréter comme des signes. Depuis l'Antiquité avec la physiognomonie, par exemple, impulsée par Aristote qui a proposé, d'associer traits, physiques et traits moraux. Puis ensuite avec la phrénologie, Franz, Joseph Gall qui associe le relief du crâne avec, le caractère d'un sujet. La première question, les émotions et perceptions, notamment passage de l'organique à l'artificiel. Comment traduire des émotions dans des environnements artificiels? D'ailleurs, on vous a mis 2 exemples qui utilisent soit de manière diégétique, la notion d'émotion, puisque dans Matrix, donc des sœurs Wachowski à la fin du XXe siècle, on a carrément, des machines qui vont utiliser, les émotions comme carburant. Je vais laisser la parole à Madame Kisileva justement sur ce principe du passage de l'organique, à l'artificiel. Sur cette photographie, tous ces objets verticaux, ce sont des arbres transformés en pierre. Et vous avez déjà vu ces capteurs qui nous permettent de voir ce que ressent l'arbre. Et ce qui est intéressant, c'est que le signal très faible a été reçu. Il y a encore de l'émotion dans ces objets qui nous semblent être des pierres. Donc ça, c'est un très vieux film qui date de 1944 et aussi simple que le film, peut être, on peut commencer à imaginer une histoire, d'amour et en fait, ça illustre très bien notre capacité d'anthropomorphisme. On peut imaginer que le gros triangle, peut-être que c'est le père qui veut pas que sa fille rejoigne son fiancé et à la fin, par le mouvement, on va voir qu'il est en colère et en fait, ça illustre le fait qu'il faut vraiment très peu de choses pour susciter cette interprétation et ces émotions, parce que nous sommes des êtres sociaux et en gros, notre cerveau est fait pour ça. Et on va passer justement à la question suivante. Toutes et tous, vous connaissez assez bien
c'est la question du fait qu'on prête des émotions pas qu'à l'humain, mais qu'on arrive à faire des transferts émotionnels sur des objets, des animaux, des avatars, quels qu'ils soient. Est-ce que ce sont des émotions projetées ou des émotions ressenties? 2 exemples, pour vous exposer le propos. La fameuse fourchette qui se pose la question de son existence dans le 4e opus, de Toy Story, réalisé par les studios Pixar en 2019 et une des nombreuses itérations, narratives où on trouve des animaux comme personnages principaux à qui on prête de nombreuses émotions. Le Zootopie, réalisé par les studios Disney. Là, on parlait, des êtres vivants, mais les machines, elles arrivent à détecter, justement ce caractère, souvent Justement, elles hallucinent un peu, leurs systèmes de détection sont encore un peu limités. C'est vrai qu'on parlait de pareidolie tout à l'heure, on y est là. C'est-à-dire, est-ce que la machine peut être, elle-même, dans cette situation de, voir des pareidolies? l'appareil Dolly, voilà, c'est mécanisme, encore une fois, de vouloir faire un transfert émotionnel interprété à travers, les particularités du visage qui sont un des premiers vecteurs de transmission des émotions. On a repéré qu'il y avait un objet qui revenait assez régulièrement, la lampe robotisée dont vous allez nous parler, Nicolas, qu'on retrouve dès 1986 dans la fiction à travers le 1er film en images de synthèse réalisé par John Lasseter. Et puis, plus récemment, une publicité réalisée par Spike Jonze. Alors, c'était pour Ikea, où on va ressentir des émotions à travers une lampe. Et on va la regarder parce qu'elle est chouette, et elle est assez parlante. Et après, je laisse la parole à Nicolas. Many of you feel bad for this lamp. That is because you're crazy. It has no feelings, and the new one is much better. Là, il y a même plus de mouvement, c'est juste la façon de filmer. En fait, avec pas grand-chose, on arrive à induire, en tout cas, à vouloir montrer quelques émotions. Les paysages, en tout cas dans l'histoire de l'art, sont aussi une manière de transmettre les émotions. 2 tableaux qui marquent un petit peu le début du romantisme allemand, donc Caspar David Friedrich à votre droite, avec le voyageur contemplant donc une mer de nuages. Et puis de l'autre côté, Arnold Böcklin, L'île des morts, c'est un des nombreux tableaux, parce qu'il a peint plusieurs fois le motif. Dans le jeu vidéo, le paysage, il est caractéristique de l'expression des émotions. On utilise les ressorts paysagers pour nous mener, pour nous-mêmes nous guider. Je voudrais attirer votre attention aussi au fait que pour que l'architecture devienne le témoin des événements du passé, des époques, il n'y a pas besoin des cicatrices. Les styles des bâtiments, il en parle en soi. C'est une toute autre perception d'un être humain. Et il y a tout de suite une lecture de l'époque et de son idéologie qui se lit dans le paysage. On a cette planification de l'espace architectural, et cetera, historique, et puis aussi on y greffe, une vision artificielle qui, va redistribuer les lieux de la centralité, par exemple. Certains artistes ont réfléchi à ça. Par exemple, quelqu'un comme, le berlinois Aram Bartol, réintroduit dans l'espace physique, par exemple, sous forme de sculpture, les gouttes de géolocalisation de Google, Street View ou Google Maps, par exemple, ou va essayer de matérialiser finalement, dans l'espace réel, les enjeux aussi politiques qui se jouent, sur, ces cartes, virtuelles que dresse, Google. Ça nous permet de passer à la 4e question, qui est justement l'altération et l'oubli. Qu'est-ce qui fait la trace d'une émotion? Et là, un exemple de William Hunter Mullen, qui était un artiste qui a documenté au fur et à mesure l'impact qu'a eu la maladie d'Alzheimer sur la représentation de son autoportrait. Donc là, on a en 67, avant l'apparition des premiers symptômes, et en 2000, qui est le dernier portrait qu'il a eu l'énergie de peindre. Alors, un des exemples remarquables, ça s'appelle le colorblind painter. C'est un cas qui avait été rapporté par Oliver Sacks, qui est un neurologue, et c'était un peintre, un artiste, qui à l'âge de 65 ans a une petite commotion et il a perdu la vision des couleurs. Donc c'était quelque chose d'assez dramatique pour lui.
et parce que, bah, du jour au lendemain, il avait plus de notion de couleur, il pouvait plus peindre et en fait, il voyait le monde en noir et blanc et il a réinventé son œuvre pour aller vers des nuances de gris, de noir et de blanc et lui-même raconte que, du coup, il a accédé à un nouvel univers qu'il ne connaissait pas, et là où l'histoire est vraiment étonnante, c'est que quelques années après, on a pu lui proposer une chirurgie pour lui redonner les couleurs et c'est lui-même qui a dit: «En fait, non, je ne veux pas. Je veux rester dans ce nouveau monde que j'ai découvert parce que ça le satisfaisait». Les émotions, par essence, c'est quand même quelque chose d'assez abstrait. Évidemment, on a appris à les représenter parce que l'humanité avait ce besoin-là et ce depuis, bah, les débuts de l'histoire de l'art. Là, on a un exemple que moi je trouve assez intéressant de mise en regard, donc d'un très beau tableau de John Mitchell, donc réalisé en 83, donc qui s'appelle La Grande Vallée. On reste dans le paysage, c'est tout aussi intéressant, mais c'est une œuvre considérée comme abstraite et en regard un photogramme donc du film, réalisé par Pixar en 2020 où, cet espace indéterminé, cet entre-monde va, se caractériser par, une représentation très abstraite et qui va être aussi, vecteur d'émotion. On ne peut pas traduire ce que ressent un arbre par les mots humains parce que ça appauvrit l'expression de l'arbre. Et nous nous sommes mis d'accord sur justement cette représentation abstraite. La chaleur est peut-être exprimée par le rouge. La vitesse de circulation des liquides peut être représentée par une autre couleur. C'est juste pour dire que la représentation abstraite, parfois, est plus juste et plus forte que la représentation figurée. Juste revenir sur le le côté, abstraction, donc pour revenir sur la mémoire, donc chez l'humain, qui a un problème philosophique qui est assez connu, qui s'appelle le problème des qualia et la question, c'est: «Est-ce que le rouge que je perçois est le même rouge que vous percevez?» Mais nous, on a cette, expérience subjective de la perception qui fait que ça va être vecteur d'émotion et pas de la même façon pour tout le monde. Et bah, on arrive à la conclusion. On vous propose sur cette question ouverte, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore ressentir un choc esthétique à l'ère des images de synthèse? C'est une question, un peu rhétorique parce que oui, on peut encore ressentir un sens esthétique à l'ère des images actuelles, c'est plus à prouver, on a vu des exemples. Mais est-ce que ce syndrome de Stendhal, on peut le ressentir encore aujourd'hui? Est-ce que finalement les outils que vous utilisez peuvent être de nouveaux vecteurs, d'émotion? On voit, une forme de projection vers une hyper technologisation des choses et on vous fait travailler avec le crayon et le pinceau, c'est pas par nostalgie en fait, hein. C'est peut-être aussi parce que, avec des outils très techniques, on se met à distance de l'objet et qu'en se mettant trop à distance, on a peut-être, de temps en temps, une certaine perte, de contact avec, bah, la racine des choses qui, sont peut-être, bah, les émotions, tout simplement.